BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir ou rebonsoir si vous êtes avec nous depuis 20h avec Julie Hamet. Nous allons évidemment continuer à commenter l'actualité du jour, mais nous allons le faire particulièrement en compagnie de notre invité jusqu'à 21h, Raquel Garrido, députée France Insoumise, qui a déjà participé au Trombinoscope il y a quelques minutes. On a entamé un débat avant l'heure même. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Ce soir, il y avait une manifestation place de la République, manifestation. Alors est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, est-ce qu'on peut continuer à appeler ça, oui, manifestation pro-palestinienne? Ça vous va comme terme? Ce n'est pas faux que c'est en soutien aux populations civiles de Gaza, mais il faut quand même être honnête et reconnaître que ce sont des manifestations pour la paix. Le principal mot d'ordre, c'est cesser le feu. C'est ce qui fait le point de jonction de toutes ces associations, syndicats, partis qui appellent à des mobilisations citoyennes pour que, en fait, le gouvernement français et le président de la République en particulier reflètent ce qui est la position majoritaire des Français. Voilà. Mais est-ce qu'une vraie manifestation pour la paix ne serait pas une manifestation où effectivement il y aurait des personnes qui seraient plutôt, on va dire, pro-Israël? Parce que là, on a quand même le sentiment que dans ces manifestations-là, on a beaucoup quand même de manifestants anti-Israël. Une vraie manif qui dirait oui, on veut la paix, mais qui, on va dire, réunirait les deux religions. Moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est que demander à vouloir la paix dans la situation actuelle, on a suffisamment reproché aux Juifs pendant la Seconde Guerre de s'être laissés aller conduire à l'abattoir sans rien faire. Moi, qui suis spécialiste d'Hannah Arendt, elle n'a cessé pendant toute la guerre d'appeler les Juifs à se constituer en armée pour qu'ils répliquent en personne à l'atteinte qui leur était faite. Et là, on demande à Israël, qui maintenant, donc les Juifs constituent un peuple, et on leur demande, finalement, après ce qu'ils viennent de subir, je ne sais pas, il faudrait diffuser quotidiennement des images, rappeler sans cesse qu'ils viennent de subir, et on demande à Israël, finalement, cessez le feu, on arrête la guerre, et ne cherchez pas à vous défendre, vous avez été attaqué par un groupe islamiste, et... Bérénice, 9000 morts pour l'instant à Gaza, 3760 enfants, je rappelle que ce sont les chiffres donnés par le Hamas, mais il y a des milliers de morts, des bombardements, 4 écoles bombardées ces derniers jours à Gaza. Vous connaissez la technique du Hamas. Le problème, c'est que les armes sont dans des endroits qui sont effectivement, qui contiennent des civils. Donc, c'est une stratégie. Mais il n'y a pas de bonne solution en l'occurrence. Mais en tout cas, la solution n'est pas dans l'appel à la... Qu'est-ce que vous répondez à Bérénice Levé? Il y a clairement des gens en France qui ne sont pas pour la paix, qui sont pour la violence, la guerre, la répression. Si c'est de la violence, je crois que tuer des gens, tuer des enfants, c'est de la violence. Non. Moi, je ne souscris pas à la violence. C'est ce qui s'est passé aussi, en Israël, et tuer des enfants plus directement, j'ai envie de dire, puisque, il y a une petite nuance. Il y a effectivement la façon dont, alors, un mort est un mort, côté israélien comme côté palestinien, un civil, un enfant palestinien comme un enfant israélien, c'est une victime de toute façon. Mais c'est vrai aussi, qu'il y a la barbarie aussi, la façon dont les choses sont faites. On a vu quand même des images et des témoignages terribles de ce qui s'est passé en Israël. Le 7 octobre... Et ce qui n'empêche pas d'être pro-palestinien, pardon. Le 7 octobre, il s'est produit un acte de terreur absolument ignoble. On est d'accord. Ignoble, qui ne sera pas oublié pendant des siècles. C'est 1400 personnes tuées, des enfants, avec toutes les horreurs qu'on a pu voir. Et bien évidemment que c'est absolument inhumain, c'est inacceptable, c'est du terrorisme islamiste, enfin toute la terminologie, ce sont des crimes de guerre, peut-être même des crimes contre l'humanité. Vous faites partie de ceux, et on le rappelle, qui disent que le Hamas est une organisation terroriste. Absolument, ça me semble Contrairement à Mathilde Panot, la chef du groupe à l'Assemblée nationale. Mais qui a un raisonnement propre, qui est un débat derrière, qui a aussi sa noblesse sur le fait de savoir si oui ou non il faut épouser la vision du monde des faucons américains, et notamment de Samuel Huntington, qui sépare le monde entre le camp du bien et du mal, entre le camp de l'Occident et des terroristes, et qui du coup justifie par ce raisonnement-là les massacres des populations civiles. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi l'autre position à la France Vous comprenez bien, et d'ailleurs tant mieux, parce que vous avez effectivement assez vite avec d'autres politiques comme Ruffin, par exemple, à la France Insoumise, vous avez tout de suite dit c'est effectivement un groupe terroriste que le Hamas, et on entend d'autant mieux
aujourd'hui votre défense justement du peuple palestinien, vous, Ruffin et quelques autres à la France Insoumise, mais vous n'êtes pas si nombreux, quand même la tête pensante c'est Mélenchon qui quand même encore aujourd'hui a fait un tweet, on va y venir. On vous entend d'autant mieux, vous, sur la cause palestinienne, que vous avez d'abord condamné ce qui s'est passé là-bas en Israël. C'est pas le cas de tout le monde, donc comprenez effectivement que quand on voit dans la manif voilà, certains, j'ai pas tous les noms, j'ai pas fait une liste, hein, mais certains de vos camarades à la France Insoumise manifester pour la paix, on a un petit doute parce que dans un premier temps, ils n'ont pas condamné à ce point. Ils ont condamné à leur façon, mais ils n'ont pas condamné comme il le fallait, avec les mots qu'il fallait, et les mots ont leur importance, condamné avec les mots qu'il fallait l'acte terroriste du Hamas. C'est d'autant plus important d'être audible dans la condamnation de la riposte israélienne, qu'elle provoque énormément de morts et que c'est la situation actuelle. Moi, j'ai fait le point aujourd'hui, avant de venir, sur les positions des différents membres de la NUPES, France Insoumise, Parti Socialiste, EELV et Parti Communiste. Et que ce soit sur le cessez-le-feu, que ce soit sur la libération des otages, sur le blocus de Gaza, sur l'accès des secours, donc la question du couloir humanitaire, sur la question de la solution à 2 États, sur la question de la fin de la colonisation, en fait, on est tous d'accord. Et je dirais même que c'est une position qui va même au-delà de la NUPES, puisque quand j'ai écouté le président Jean-Louis Bourlange, lundi dernier à l'Assemblée nationale, il véhiculait, donc c'est la position française, on va dire historique, classique, et c'est celle qu'on a envie d'entendre portée par le président Macron, qui c'est vrai jusqu'à présent a été trop tendre, il faut le dire, trop tendre avec Netanyahou. Netanyahou, c'est un gouvernement raciste qui a une vision vraiment ethniciste, c'est-à-dire dans sa vision du monde, il y a même un terrain religieux. Il estime que ce sont des peuples des Lumières versus des peuples des ténèbres, etc. Tout est fait pour déshumaniser le peuple palestinien. Et ça, nous les Français, nous ne pouvons pas l'accepter. Madame, vous iriez à une manifestation pour la paix organisée par des organisations juives? Mais bien sûr, quelle question? C'est la question que je vous pose. Et c'est tout à votre honneur. Mais je trouve que votre sous-entendu est bizarre. Non, pas du tout, parce que... Moi, je vais vous dire, il faut arrêter de voir le monde à travers la religion des gens. Et je trouve... parce que là, ce sont des manifestations pro-palestiniennes. Une manifestation pour la paix, puisque vous dites que la manifestation palestinienne de samedi, elle est pour la paix. Oui. Donc, la question me semble légitime. Une manifestation pour la paix organisée, par exemple, par le CRIF, est-ce que vous y seriez? Et même, je vais peut-être vous l'apprendre, mais il y a même des organisations juives qui appellent samedi à la manifestation, qui font partie du collectif, des nombreux collectifs. Uniquement organisés par les organisations juives. Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais de nombreux juifs sont pour la paix. Et de nombreux juifs critiquent fermement la position de Netanyahou, et notamment chez les familles des otages. Parce que voyez-vous, la politique actuelle de l'armée d'Israël semble totalement nier la question de la survie, des chances de survie des otages israéliens, plus de 200 otages, et notamment des 9 otages français. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que je trouve qu'en ce moment, on parle trop de la religion des gens. On part du principe que les gens ont telle ou telle position parce qu'ils sont juifs. Ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs, vous savez, les victimes. Je vous parle de la France, là. Là, je vous parle de la France. Je ne veux pas que la France devienne cet endroit. Moi, je viens d'Amérique du Nord. Je suis arrivée en France à 14 ans. En Amérique du Nord, la société est organisée par communauté. Non, mais là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et moi, je suis pour cette France où, en fait, je m'en fous de savoir c'est quoi votre religion. Je ne veux pas que votre position sur ce conflit naisse d'un a priori le religieux. Je ne veux pas qu'on assigne à résidence tel ou tel Français en fonction de sa confession. C'est toxique. Autant je peux vous rejoindre sur ce point, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, combien sont mobilisés précisément contre les Juifs. Notre problème aujourd'hui en France, c'est l'antisémitisme. Combien sont mobilisés contre les Juifs, madame? Mais l'antisémitisme, ce que vous dites n'est pas la réalité. Il y a plus de 800 actes antisémites. Je rappelle le chiffre, plus de 800 actes antisémites qui ont été... Et ça, c'est pas une mobilisation. Et ça, ce n'est pas une mobilisation. Ça, c'est un délit qui doit être poursuivi et condamné conformément à la loi. Vous pouvez pas dire que c'est une mobilisation contre ce qui se passe en Israël, des actes antisémites. Mais il y a une confusion. Je voudrais vous entendre au moins, non, je voudrais au moins vous entendre sur une chose, c'est que vous savez parfaitement que quand bien même on arriverait à résoudre le conflit israélo-palestinien, eh bien rien ne serait tari du problème de l'antisémitisme en France et à travers le monde. Alors concédez-moi cela, et que actuellement ce qui mobilise et combien vont être présents à votre manifestation simplement pour des raisons justement d'antisémitisme.
moi, je pense que ça va être très important. Madame, si vous allez jusqu'au bout de votre propre raisonnement... On laisse parler Raquel Garrido maintenant. On a entendu Thomas Portes. Si vous allez jusqu'au bout de votre propre raisonnement, qui conduit à dire que dans l'histoire profonde de ce pays, il y avait de l'antisémitisme. Bon, c'est plus le même aujourd'hui. Hein. Ah mais aujourd'hui c'est plus le même. Aujourd'hui c'est plus le même. Arrêtez justement avec ce problème parce que c'est cela qui vous empêche de voir la réalité de la montée de l'antisémitisme en France. Je pense que c'est de croire qu'il y a il n'y a plus d'antisémitisme. Pour tenter de ne pas pour tenter de vous en prendre aux simples citoyens qui essayent d'utiliser le seul outil qu'ils ont, qui est de manifester pour la paix. Quel autre outil, vous madame, le savez très bien. Qu'est-ce que vous proposez à celles et ceux qui veulent la paix? Ce n'est pas votre cas, vous l'avez dit, vous n'êtes pas pour la paix. Non, mais je pense pas que la majorité comme moi et comme la majorité des Français sont pour la paix, vous leur proposez de faire quoi exactement? Non, je ne pense pas que la majorité des Français soit pour la paix. La majorité des Français sont derrière Israël. Vous trompez sur ce que sont les Français. Vous trompez. Pour les Français, une victime, un enfant palestinien, c'est égal à une vie israélienne. Est-ce que pour autant, Raquel Garrido, est-ce que pour autant, s'il vous plaît, qui a été assassiné justement le 7 octobre, c'est pas en tant qu'enfant palestinien qu'ils sont visés aujourd'hui. Il faut arrêter, c'est pas cela. C'est un enfant quand même, madame. Arrêtez avec des et c'est un enfant, mais en revanche, mais dans une guerre, il y a effectivement des victimes, mais qui ne sont pas visées. Alors, j'aimerais poser une question à Raquel Garrido. Est-ce que pour autant la gauche, selon vous, est à la hauteur de ces horreurs qui sont en train de se produire? On rappelle donc que la non-dénonciation ou la non-condamnation officielle, on va dire, par la France insoumise, même si vous, ce n'est pas votre cas, a mené le PS à un moratoire. Oui. La France insoumise a condamné. A condamné, n'a pas souhaité dire que le groupe était terroriste et n'a pas condamné fermement dans le premier communiqué. Le PS a annoncé un moratoire. Là-dessus, il n'y a pas de faux procès. Le PS, après ça, a annoncé un moratoire qui acte la suspension des travaux avec LFI. Vous êtes obligés de vous séparer toutes les deux aussi. C'est quand même terrible. Non, mais voilà. Est-ce que la gauche, selon vous, est à la hauteur? Ça a mené à des divisions au sein de la NUPES, au sein de LFI également. Est-ce que la gauche est à la hauteur? Je crois que je vous en ai fait la démonstration et je suis allée vérifier. Je pense que rien n'empêche que la NUPES parle d'une seule voix à propos de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, et nous devons le faire. Ce n'est pas le moment de cliver, ce n'est pas le moment de se singulariser, c'est le moment de travailler ensemble, et même, je le dis, au-delà de la NUPES. Les travaux ont été suspendus avec la France insoumise. Eh bien, moi, je constate que, c'est plus qu'un constat. Comme 150 autres députés, j'ai été élue sur un mandat clair. La NUPES, c'est quoi la NUPES? C'est deux choses. C'est un programme, d'abord un programme qui rompt avec l'épisode antérieur de la social-démocratie, Hollande, etc. Ce programme, il nous engage. Et la deuxième chose qui nous engage, c'est une stratégie de rassemblement. Un député NUPES, il reste député NUPES, quand bien même les états-majors font des bisbilles. À l'égard de notre électorat, nous avons une éthique. Nous avons un mandat. Ce mandat, c'est de protéger, défendre le programme et de protéger la stratégie de rassemblement qui, au demeurant, est la seule qui peut nous amener victorieusement à 2027. Raison supplémentaire de la maintenir et de la protéger. Parlons de la NUPES, alors. Ouais, dans quel parti vous allez atterrir? Alors, chez Europe Écologie Les Verts, au Parti Socialiste, parce qu'ils vont peut-être vous virer là, à la France Insoumise. La réunion a eu lieu. Cette réunion, on devait vous reprocher peut-être des paroles que vous avez eues trop vives vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas de la ligne du parti. Non, alors d'abord, non, il n'y a pas eu de telle réunion. Vous savez que vous allez être convoqué. Je sais que certains chefs de la France Insoumise ont dit dans le Parisien la semaine dernière que j'allais être convoqué pour être peut-être puni. Ça n'a pas été le cas. Alors peut-être la semaine prochaine, si jamais j'en ai des détails supplémentaires. Vous appréhendez ? Non, pas du tout. Non, ce que je regrette en revanche, c'est que moi je trouve que la discipline comme ça, c'est pas la façon mature d'aborder les éventuels désaccords politiques. Parce qu'il y a des désaccords. D'abord, il y en a toujours eu chez nous, mais en plus, nous sommes maintenant le premier parti de la gauche. En quoi vous n'êtes plus d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, pour nos téléspectateurs qui ne suivent pas forcément toutes les arcanes de la vie politique française, qui ne savent pas forcément ce que vous lui reprochez, vous, à Jean-Luc Mélenchon, et pourquoi on vous tape sur les doigts aujourd'hui? Alors, le premier point ça sur lequel... Ça vous peut-être de le répéter, non, mais parce qu'évidemment, c'est un chemin de crête, parce que moi, je plaide pour l'union, je plaide pour l'union de mon propre mouvement. Je rappelle quand même que ça fait 30 ans que je milite avec Jean-Luc Mélenchon, hein, donc c'est quand même une vie que j'y ai consacrée. Et en même temps, vous dites que Jean-Luc Mélenchon nuit au mouvement depuis 10 mois. Alors, parmi les choses que j'ai pu reprocher à Jean-Luc Mélenchon, la première, je crois, qui était la plus évidente, c'est la façon dont on a traité l'affaire Quatennens.
Je pense que l'affaire Quatennens aurait dû être un moment où vraiment... Le député Adrien Quatennens, accusé d'avoir giflé son épouse. Accusé et condamné pour violence conjugale. Et qui est revenu à l'Assemblée. Voilà. Et qui en même temps venait ici sur votre antenne, déployant une stratégie d'accusation vis-à-vis de sa femme, de victimisation de sa propre personne. Et ça, c'est contraire à tous nos principes féministes. Donc là, il y a eu quelque chose qui je ne suis pas la seule. Un premier point de rupture. Un premier point de désaccord franc. Ensuite, pendant le mouvement des retraites, cette affaire Quatennens a continué de nous polluer, puisque je rappelle qu'au deuxième jour de débat sur les retraites, il a été décidé par justement ses soutiens que Adrien reviendrait dans l'hémicycle. Certains des collègues l'ont applaudi au jour numéro 2 du débat sur les retraites. Et ensuite, pendant les retraites, au lieu de concourir à ce puissant mouvement de fédération qu'il y avait en France contre la loi de retraite à 64 ans, 93% des actifs étaient unis sur la même orientation. J'ai trouvé que nous avons mis des coins, c'est-à-dire nous avons cherché à cliver, alors que c'était un moment important qu'il fallait gagner par une stratégie d'unité. Et notamment, je pense, moi, qu'en février, on aurait pu passer au vote sur l'amendement de suppression de l'article 7, qui était l'article qui prévoyait la durée d'âge légal à 64 ans, parce que nous étions peut-être majoritaires dans l'hémicycle. Et comme on l'a vu ensuite le 16 mars, puisque tous les députés autour du LR Pradier, en fait, s'apprêtaient à voter contre, on était majoritaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un 49-3 le 16j mars. Donc là, bon, après vous allez me dire c'est peut-être pas des choses très graves, mais en toute hypothèse, ce que j'ai regretté aussi, c'est que j'avais pas l'impression qu'on aidait à l'unité de la NUPES, du pays, du mouvement syndical. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une critique juste de votre patron lui-même, quand vous dites la France insoumise a été structurée comme un outil de campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon, ça ne peut pas durer comme ça. Est-ce qu'il y a une trop forte concentration, en gros, de la France insoumise autour du personnage Jean-Luc Mélenchon? Moi, j'ai toujours dit que faire une campagne présidentielle, c'est un moment d'extrême discipline. Et il faut reconnaître que nous étions très bons pour faire cela. L'équipe autour de Jean-Luc Mélenchon s'est spécialisée dans le fait de faire campagne à la présidentielle et avec les résultats que l'on sait et qu'on a vus et qui sont bons. Cependant, je pense aussi qu'entre élections présidentielles, si on veut avoir d'autres ambitions, par exemple les élections territoriales intermédiaires, et surtout si on veut se pérenniser dans l'avenir, il faut un autre type de structuration. Je pense qu'il fallait demander aux bases... Vous êtes favorable à ce que Jean-Luc Mélenchon soit encore candidat à la prochaine présidentielle ou pas? Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne le souhaitait pas lui-même. Et moi, vous y croyez? Alors attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous parlez à la personne qui peut-être défend le plus le programme, son premier chapitre et sa première ligne qui est la 6e République. La 5e République, pour moi, c'est une monarchie présidentielle. Cette quête du pouvoir de l'Élysée est toxique. Sauf que justement, pour quelqu'un qui prône un changement de République et plus de démocratie pour un pays... On a l'impression que cette démocratie-là n'existe pas trop au sein du parti, donc c'est pas rassurant. Exactement. Non, mais moi, je voudrais quand même poser aussi... en effet, vous êtes d'accord avec ça? La réponse. Je pense que ce qui est important pour 2027, c'est qu'on sorte du schéma de vouloir être monarque à la place du monarque. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on arrive d'ici à 2027 à dire et à avoir un processus pour déterminer qui sera notre candidate ou notre candidat pour l'Élysée, mais aussi pour Matignon, mais aussi comment on solidifie ce programme de la NUPES pour en faire le contrat de gouvernement pour les 577 candidates et candidats. Voilà, c'est l'idée de la team, l'idée de l'équipe, l'idée de collégialité. Et effectivement, je pense que c'est utile pour la NUPES, c'est utile pour le pays et c'est utile pour la France. Je vous donne la parole. J'ai juste une dernière question. Après, je donne la parole à Louison, à Frédéric Hermel et à vous aussi, Bérénice, je vous rassure. Mais quand même, puisqu'on l'a bien compris, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat, vous le croyez. Donc, vous voyez qui, vous, comme candidat de la France insoumise? Moi, je suis contre le fait... Alors, d'abord, je remercie les camarades qui prennent leurs dispositions pour essayer de se construire une épaisseur présidentielle. Vous pensez à Ruffin? Il y a évidemment François Ruffin, Clémentine Autain, d'autres, et je les remercie. C'est une tâche difficile parce qu'on se prend énormément de coups. L'adversité, ça ne vous a pas échappé, est rude. Nos adversaires, que ce soit côté oligarchie macroniste ou côté extrême droite, sont de mauvaise foi, sont des menteurs, détiennent des médias qu'ils utilisent à longueur de journée pour nous taper dessus. C'est ça la réalité du combat. Bon, mais du coup, il faut les remercier, il faut les aider, et puis effectivement, c'est bien. Moi, oui. Vous êtes flatteur, vous êtes très flatteur. On ne sait jamais, on en a vu d'autres. Je vais vous dire, je ne pense pas que la France soit prête à mettre à sa tête
à l'Élysée quelqu'un qui est immigré. Ah oui? Je ne pense pas. Non. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis devenue française à l'âge de 25 ans. Voilà, à 35 ans, j'ai repris mes études pour devenir avocate. À 48 ans, je deviens députée. C'est un parcours dont je suis particulièrement fière. Mais je ne pense pas que l'état d'esprit de notre pays aujourd'hui soit de dire, ah ben, en fait, je ne suis pas si sûr. J'espère que vous vous trompez, en tout cas. Eh bien, moi, je pense que vous vous trompez complètement. Alors, je vous donne la parole. Mais n'empêche que l'extrême droite est forte dans ce pays, que la xénophobie se porte bien, que le prochain projet de loi... Vous étiez parfaite jusqu'ici, Madame Garrido. C'est quand même dommage. Vous voyez qu'elle n'est pas prête. J'avais presque envie de voter pour vous. Non, mais... Le prochain projet de loi Macronie, c'est un projet de loi sur l'immigration. C'est pour changer la conversation. Pas tout, Bérénice. Je vous en supplie, vous chevauchez trop. Alors, chaque chose en son temps, allez-y maintenant. Voilà, la vraie question que j'aurais à vous poser concernant la relation avec Mélenchon, c'est que la question est aussi de la stratégie. Jérôme Guedj a très bien expliqué où il se séparait complètement de Mélenchon. Il a rapporté un échange qu'il avait eu avec lui après les émeutes de cet été. Et il dit donc, Jean-Luc Mélenchon m'a dit qu'il était plus que jamais ancré sur la stratégie du bruit et de la fureur, de la conflictualité, qu'il fallait permettre à la situation pré-révolutionnaire de se transformer. Donc c'est cette question. Moi, je voudrais savoir si vous et effectivement Clémentine Autain, François Ruffin, vous êtes sur cette ligne que j'appellerais, c'est pour ça que il y a un aphorisme de Nietzsche qui est tout à fait impressionnant, qui s'appelle Les natures explosives, où il explique très bien que il y a des séducteurs habiles qui ont conscience qu'il y a des véritables barils de poudre dans un pays et qui sont excités à la vue de la mèche allumée. Et finalement, Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il fait. Il allume la mèche et il sait qu'il y en a qui ne demandent que cela, de pouvoir tout faire exploser. Et donc, ça a été la question des violences. C'est ce que dit Le Point cette semaine. Écoutez, Le Point, vous pouvez pas me dire ça. La violence policière... devant moi. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié. Ce sont des menteurs. Oui, pas toujours. Moi, je le sais aussi. Attendez, pardon. Un journal, un hebdomadaire, j'y reviendrai, mais un hebdomadaire qui est capable d'inventer que je ne m'occupe pas de mes enfants, qui n'habitent pas chez moi. D'accord, voilà. Mais bon, non, mais ça suffit pas. N'empêche que ça a été fait. J'aimerais que vous répondiez quand même à cette question, parce que donc il y a eu les violences policières, donc maintenant il y a la question de l'antisémitisme qu'il flatte aussi. Bon, non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que c'est cette ligne qui est la vôtre du baril de... On a compris la question, Bérénice Levé. On laisse répondre à Garrido. Moi, je pense que parler fort, dans des termes compréhensibles par les personnes qui sont très très éloignées de la politique, c'est une bonne idée. Parce que justement, ce qui nous nuit en politique, c'est le resserrement de l'abstention. Quand vous avez 13 millions de personnes, en plus des 3 millions non inscrites qui ne votent pas au second tour, ça doit alerter tous les républicains que nous sommes. Alors ça c'est pour le style. Mais ce style, il fait réfléchir dans certains cas, et puis dans certains cas, il ne fait pas réfléchir. Donc, je ne suis pas pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'une question de style, ça dépend ce qu'on met dedans. Et oui. Donc ça dépend du contenu. Le simplisme à ce moment-là, justement, savoir que il y en a qui demandent. D'ailleurs, alors moi le simplisme, je vais vous dire, j'allais jusqu'au bout. Le simplisme ne me gêne pas. Lors du mouvement des Gilets jaunes, le gilet jaune, quand il arrivait sur son rond-point. Peut-être qu'il arrivait sur son rond-point avec ses angoisses sur l'islam ou sur l'immigration. Mais arrivé sur le rond-point, par la discussion avec les autres, il s'apercevait que ce qui était important pour lui, c'était de rétablir l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, et d'obtenir plus de démocratie avec le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Donc là, il y a un changement qui se fait dans la lutte par des choses simples. Moi, ça me va, parce qu'on est dans un moment, ces moments-là de mobilisation, de débat rude, où on avance aussi. Il faut donner la parole aux autres. C'était un moment, je trouve, d'émancipation qui doit nous renseigner sur comment on doit faire aujourd'hui. Quand c'est la jeunesse des banlieues, là, vous croyez que c'est très légitime d'alimenter leur simplisme? Laissez vos camarades parler aussi. Louison qui n'a quasi rien dit. Louison. Je suis là. Non, mais je vous écoute et sur beaucoup de choses, je valide et je me reconnais dans une certaine forme de... Mais moi je suis à gauche, mais pas jusqu'à cette gauche-là. Mais il y a quelque chose qui pourra jamais marcher, qui pourra jamais me faire voter pour votre patron, comme vous disiez. C'est pas votre patron, je le sais. Merci. C'est que justement, il y a ce petit... et vous êtes
volontairement ou pas dans un déni de... on ne parle pas de l'antisémitisme qui est flatté chez les uns et les autres, parce que l'antisémitisme est partout. Quelle que soit la couche de population, l'endroit, il y a un antisémitisme. Et le jour, j'étais d'accord avec Raphaël Enthoven, ça m'a fait du mal, vous savez, vraiment, parce que c'est pas mon genre. Mais il dit, l'antisémitisme disparaîtra avec l'humanité. Il y aura toujours quelque chose à flatter, et votre patron le sait très bien, et depuis 3 semaines, il va faire des petits appels comme ça du coude. On a vu hier dans le métro des scènes à Paris, des scènes qui sont insupportables, de gens qui sont capables de crier « on est nazis, on est fiers, à mort les juifs », des étoiles qui sont taguées dans Paris, on ne sait pas encore exactement d'où elles viennent, mais tant que dans votre parti, et vous avez commencé un petit pas qui me fait penser qu'il y a un espoir, tant que ce ne sera pas dit « on flatte cette partie-là des gens qui est la plus noire d'entre eux », ça ira pas. Je vous laisse répondre en même temps à Louison et aussi à Fred Hermel qui a, on va dire, 30 secondes pour... 30 secondes, pour ajouter quelque chose. Ça va être une question très, très courte. Beaucoup d'électeurs de gauche sont perdus, de la gauche républicaine. Certains ne votent plus, d'autres sont allés chez l'aile gauche de Macron. Pensez-vous qu'il y a une possibilité d'une nouvelle voie, d'une nouvelle gauche républicaine avec vous, avec Ruffin, avec Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, avec Michael Delafosse, par exemple. Non, Michael Delafosse, le maire de Montpellier. Vous savez, une gauche républicaine. Serez-vous prête à sortir de la LFI pour créer un nouveau parti plus rassembleur à gauche? Il vous reste 30 secondes. C'est compliqué. Hein. Vous savez, Carole Delga est contre la NUPES et contre la stratégie du rassemblement. Et en réalité, elle parle beaucoup... c'est une républicaine. On ne relance pas. Même sur la laïcité, je ne suis pas d'accord avec elle. Elle finance sur deniers publics des ostentations catholiques. Elle est aussi clientéliste que d'autres. Et moi, je suis une laïque 100%. C'est-à-dire, je ne suis pas pour la laïcité à géométrie variable. C'est aussi un désaccord que j'ai avec Delga ou Delafosse. Non, je pense que la NUPES est déjà le premier cadre. Évidemment, on peut l'élargir, mais c'est un cadre programmatique. C'est-à-dire qu'il a rompu avec les années Hollande, les années de la social-démocratie. Si on renonce à ça, on renonce à la victoire. Alors, et pour le reste, il ne faut pas non plus laisser s'établir l'idée de gauche irréconciliable ou de frontières si étanches que jamais, par exemple, on serait avec un tel ou un tel. Parce que sinon, ça veut dire que on gouvernera jamais. Autant donner directement les clés à Marine Le Pen. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour la caractérisation d'antisémitisme. Il faut faire très attention à ça. Et quand vous dites que l'antisémitisme est partout dans la société, je pense que c'est vrai, c'est une réalité. Non, il n'est pas... C'est fini. Et là, c'est fini. Ça nous concerne du coup tous, et tous, on doit faire attention et réfléchir à comment on lutte contre l'antisémitisme, mais aussi toutes les autres discriminations qui sont aussi insupportables dans une société Merci pour votre réponse. C'était difficile en 30 secondes, vous avez pris un peu plus, mais quand même, vous avez quasi réussi. Merci d'avoir accepté, à vous. En tout cas, notre invitation, Raquel Garrido.